En Gambie, l'agression d'un journaliste provoque l'émoi. Une enquête a été ouverte sur les faits. Passage du cyclone Enao à Madagascar, au moins 5 morts et plus de 12 000 sinistrés enregistrés. Incendie au Guatemala. Un foyer d'accueil pour mineurs a été théâtre d'une tragédie. 20 adolescents y ont perdu la vie. Voici l'homme dont l'agression a créé tout un tollé dans le monde des médias en Gambie. Keba Djefang, journaliste au sein de Foroya, un organe privé, aurait été, à ses dires et à ceux des témoins des faits, agressé pour avoir posé une question qui a déplu au cacique du pouvoir. Ceux-ci l'auraient aussitôt roué de coups avant de l'expulser de la salle de conférence. Conférence à laquelle participaient le ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur. Pour le syndicat de la presse gambienne, l'incident survenu dans des conditions telles relatées rappelle les périodes sombres sous Yaya Jammeh et s'apparente à une atteinte grave à la liberté d'expression. Nous souhaitons que le gouvernement demande à la police de faire arrêter ceux qui ont attaqué notre collègue. Et il faut qu'il y ait une forme de justice et que notre collègue soit dédommagé de ce qu'il a subi. Amatele Saikou Jammeh, secrétaire général de Gambia Press Union, invitant par la même occasion le gouvernement à se montrer plus ferme quant à la protection des hommes de médias. Sous le régime de Yaya Jammeh, les organisations de défense des droits de l'homme dénonçaient régulièrement les atteintes à la liberté de la presse. Plusieurs journalistes emprisonnés ou contraints à l'exil à l'époque ont espéré un vent nouveau sous Adama Barrow. Désormais, ils demandent des signes évidents de changement de la part de la nouvelle équipe dirigeante. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu à Nairobi ce mercredi après avoir visité la Somalie ce mardi. Accueilli à Nairobi par les autorités kenyanes actives dans les initiatives de résolution des problèmes de la sous-région, Antonio Guterres a discuté avec le président Uhuru Kenyatta des efforts pour le rétablissement de la paix en Somalie voisine. Indeed, on the 25th of March, En effet, le 25 mars, nous allons organiser un sommet extraordinaire qui va rassembler les chefs d'État de l'IGAD ainsi que des amis et des partenaires de la région pour discuter des solutions durables concernant le sort des réfugiés somaliens. plight of Somali refugees. Antonio Guterres a également abordé la question de la sécheresse qui touche le Kenya. Je veux exprimer au gouvernement kényan et au peuple kényan ma solidarité face à la sécheresse qui touche le pays. Et j'espère que la communauté internationale sera en mesure de faire correspondre leur aide à la générosité que les Kenyans ont toujours montrée aux réfugiés et soutenir le pays. Surtout maintenant que cette sécheresse dure depuis si longtemps que les ressources du pays sont elles-mêmes touchées et le pays est en difficulté face à cet énorme défi. Selon les derniers chiffres officiels publiés à la fin du mois de février, 2,7 millions de personnes ont besoin d'une aide au niveau de l'eau et de l'hygiène et 1,1 million d'enfants souffrent de l'insécurité alimentaire au Kenya. Le cyclone Enao est passé à Madagascar et y a laissé d'importantes séquelles. Au moins 5 personnes sont mortes et plus de 12 000 autres sont sinistrées. Ces statistiques sont communiquées par le Bureau national de gestion des catastrophes. La structure fait également état de 7 blessés et 10 288 déplacés, notamment à Antananarive. Des évacuations ont eu lieu en raison des pluies diluviennes tombées sur la ville. Après avoir causé tant de dégâts dans la capitale, Enao a été reclassé jeudi par les services météorologiques malgaches en dépression tropicale. Les vents soufflant beaucoup moins fort que les violentes rafales qui ont touché le nord du pays mardi, l'alerte a été levée sur la grande île. La Croix-Rouge a qualifié Enao de plus puissant cyclone qui frappe Madagascar depuis le cyclone Giovanni en 2012.
Le gouvernement de l'État de Lagos, poumon de l'économie nigériane, a déclaré qu'il offrirait des soins de santé gratuits aux résidents pendant 100 jours. Le responsable à la santé de l'État de Lagos, le Dr Jide Idriss, lors d'un point de presse au gouvernorat de l'État de Lagos, a déclaré que les soins de santé gratuits entrepris sous la mission médicale de l'État de Lagos, à savoir les interventions, les soins primaires, ont commencé depuis le 1er mars et se termineront le 8 juin 2017. Le Dr Idriss a déclaré que ce programme contribuera à compléter et améliorer la couverture sanitaire de la population de Lagos. Ces missions fournissent des services de soins primaires qui assurent la prise en charge des soins de santé à la portée de ses citoyens sans aucun coût pour les gens. Lagos, la ville mégalopole avec une population de 22 millions de résidents, a déclaré le responsable à la santé de l'État de Lagos. Les demandes de soins de santé de cette population urbaine sont en nette augmentation. Le fardeau économique pour nos citoyens devient de plus en plus insupportable, a-t-il martelé. L'État de Lagos, avec l'appui des partenaires sociaux, mise sur une réelle collaboration de la population pour faire de cette campagne de 100 jours de soins gratuits une réussite. Au Guatemala, 22 adolescentes ont été tuées ce mercredi dans l'incendie d'un foyer d'accueil pour mineurs. 19 d'entre elles sont mortes sur les lieux du sinistre, dont 17 calcinées. 3 autres décès ont été enregistrés à l'hôpital de la capitale des suites de leurs blessures. L'incendie, qui s'est déclaré dans l'aile réservée aux filles du foyer Seguro Virgen de la Asunción, a également fait 38 blessés, dont 16 se trouvent dans un état critique. Alertées, les familles des mineurs hébergés dans ce centre étaient en larmes aux abords du foyer où s'affairaient les secours. Ils nous cachent quelque chose parce qu'ils ne nous disent rien. Il y a des gens qui sont ici depuis 1 heure. Les familles étaient ici dès 5 heures, 8 heures. Nous sommes ici et nous voulons savoir comment se portent nos enfants. Mais ils ne nous disent rien. Selon la presse locale, ce mardi soir, les mineurs du foyer avaient manifesté pour dénoncer la mauvaise alimentation et les abus physiques dont ils disent être les victimes dans l'institution. Je m'étais déjà plainte au bureau du procureur général pour les abus dont elles étaient victimes, parce qu'on m'a dit qu'on leur donnait de la drogue, qu'elles étaient toutes droguées. Avant que l'incendie ne se déclenche ce mercredi matin, les mineurs avaient à nouveau protesté. Journée internationale des femmes. L'événement ne s'est pas fait compter aux États-Unis, même si la commémoration avait toute autre dimension. Des milliers de manifestants, principalement des femmes, tout de rouge vêtues, se sont rassemblés à Washington. Objectif, manifester contre les politiques de Donald Trump. J'ai vraiment peur en voyant ce qu'il se passe, que le Congrès actuel et le gouvernement actuel vont faire reculer petit à petit les progrès que nous avons faits. Ça a déjà été difficile et j'ai l'impression qu'on avait commencé à faire des progrès. Et nous voilà ici et j'ai peur que les choses se mettent à prendre une mauvaise tournure très vite. C'est la première fois que je manifeste ici aux États-Unis. Mais maintenant, oui, parce que je pense que c'est important que tout le monde soit uni. Je suis venue soutenir ce que les femmes font. On est un grand pourcentage de travailleurs de ce pays. On n'est toujours pas payé autant que les hommes. Et je suis aussi préoccupée par le fait qu'il n'y a aucune chance que ça arrive sous l'administration du président actuel. Les organisateurs de cette journée, rebaptisée aux États-Unis une journée sans femmes, avaient appelé les femmes à ne pas travailler pour marquer le coup. Elles étaient plusieurs centaines à manifester sous les fenêtres de la Maison-Blanche. Plus qu'une semaine et les électeurs néerlandais se rendront aux urnes pour des élections législatives déterminantes. L'extrême droite talonne le parti libéral du Premier ministre Mark Rutte qui tente de la repousser. Mercredi, le député néerlandais d'extrême droite, Geert Wilders, a manifesté devant l'ambassade de Turquie contre la visite planifiée du ministre turc des Affaires étrangères.
Je manifeste ici devant la mission diplomatique aux Pays-Bas pour qu'ils ne viennent pas. Respectez le fait que c'est notre territoire. Et s'ils veulent faire du lobby pour des dictateurs, s'il vous plaît, faites-le dans votre propre pays, avec votre propre population, mais pas en Hollande. Nous disons, restez loin de nous, restez loin d'ici, ceci est notre pays, ce sont les Pays-Bas. Nous n'autoriserions pas de lobbying de la part de la Corée du Nord ou de l'Arabie Saoudite dans notre pays non plus. Nous devons donner le signal que nous n'aidons pas les dictateurs ou les dictatures et qu'aucun des ministres n'est bienvenu jusqu'au référendum en Turquie. Et s'ils le font malgré tout, nous ne les autoriserons pas ou nous estraderons l'ambassadeur turc ici, ce qui est un signal. La Hollande sur notre territoire, ceci est notre pays. Il n'y aura pas de lobbying ou de soutien aux dictateurs comme Erdogan. Mais alors que le scrutin se rapproche aux Pays-Bas, le PVV est retombé en deuxième position des sondages, désormais crédité de 22 à 26 sièges contre 23 à 27 sièges pour le VVD. La plupart des partis ont promis de ne pas collaborer avec le député controversé. On se méfie de ses promesses électorales, dont la fermeture des frontières aux musulmans, l'interdiction de la vente du Coran ou une sortie de l'Union européenne. Des urnes du 15 mars pourraient naître une équation à 5 partis, ou même un gouvernement de minorité, chose rare. Pour protester contre les violences dont elles sont victimes, mais également contre les réformes du gouvernement Temer, les Brésiliennes sont descendues dans la rue ce mercredi, journée internationale des droits des femmes. Les chiffres de la violence contre les femmes au Brésil sont alarmants. Ce pays si mélangé de la samba où tout le monde a l'air heureux, derrière cette vitrine, cette image du Brésil, il y a une autre réalité qui doit être connue, la réalité de la violence. Le Brésil est un pays violent. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le président Michel Temer a dans un discours souligné le rôle primordial des femmes dans les foyers et au supermarché. Des propos qui ont aussitôt provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. J'ai la conviction, du fait notamment de ma situation familiale aux côtés de mon épouse, de ce que la femme fait pour la maison, pour le foyer, de ce qu'elle fait pour les enfants. Et donc, si la société se porte bien, si les enfants grandissent, c'est parce qu'ils ont reçu une bonne éducation à la maison. Et ça, c'est bien évidemment les femmes qui le font, pas les hommes. En matière d'économie aussi, la femme joue un grand rôle. Personne n'est davantage capable de signaler les fluctuations de prix, par exemple au supermarché, que les femmes. Personne n'est mieux placé pour détecter les fluctuations économiques que les femmes à travers les variations du budget domestique. Selon un sondage publié ce mercredi, près d'un tiers des Brésiliennes de plus de 16 ans ont déclaré avoir été victimes de violences physiques, verbales ou psychologiques en 2016.